Bonjour, je n'ai pas pu être avec vous malheureusement aujourd'hui à La Rochelle, mais on m'a proposé de faire un cadrage sur le contexte un peu géopolitique qui regarde les mondes maritimes. On sait que la mer, c'est la géohistoire, la mer a toujours été évidemment le dénominateur commun pour rassembler les cultures, les pays, les nations, et la mer qui échange a échangé de plus en plus d'un point de vue commercial, a échangé évidemment des marchandises, a échangé des savoirs aussi, a échangé évidemment des individus, des échanges. Le grand brassage mondial, la grande mondialisation se raconte par la mer. Vous connaissez ces histoires. Cette histoire n'est pas finie. En 2025, les interdépendances mondiales sont toujours sur la table. Au contraire, elles ont même tendance à se densifier, ces interdépendances mondiales par la mer. Ça reste évidemment une question de commerce et je sais que vous allez traiter à la fois de l'évolution du transport mondial, des échanges, de la carte évidemment de ce commerce international qui évolue en fonction de la hiérarchie des puissances, mais aussi en fonction des produits que vous traitez, puisqu'on ne produit pas de tout sur la planète, et que, évidemment, cette géographie des flux maritimes évolue aussi au gré des transformations stratégiques, géoéconomiques et parfois géopolitiques à l'œuvre sur la scène internationale. On sait aussi que la mer, c'est la question des solutions. Solutions sur, finalement, sur le temps long, les énergies de la mer. On sait que de plus en plus, nous allons devoir aller chercher les énergies les plus classiques, hydrocarbures en offshore. On sait surtout que pour aller chercher de la performance dans le renouvelable, bah, la mer va proposer un certain nombre de solutions et la question énergétique, elle renvoie à la question aussi des interfaces portuaires, puisqu'aujourd'hui, un certain nombre de ports dans le monde ont comme activité principale aussi de transiter à la fois les ressources énergétiques et ont besoin d'énergie pour fonctionner. Et dans ces ressources énergétiques, il ne faut pas oublier les ressources alimentaires. Les ressources alimentaires, c'est la deuxième énergie dont nous avons besoin au quotidien dans cette planète. Et cette énergie alimentaire, elle vient aussi par le transport maritime. 80% des échanges agricoles et alimentaires du globe transitent par l'océan. On a ensuite, bien sûr, les ressources de la mer, les poissons qui sont aussi prisés aujourd'hui des consommateurs. Et ces échanges, encore une fois, facilitent énormément les sécurités énergétiques, les sécurités alimentaires d'un certain nombre de nations qui en ont des besoins et qui échangent leur complémentarité. Ce sont deux exemples pour montrer que la mer a toujours connecté, que la mer connecte encore énormément aujourd'hui. Et la dimension géopolitique de la mer, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, deux grandes perturbations finalement internationales frappent aussi bien sûr le monde maritime. Le dérèglement climatique doit être toujours intégré à une variable océanique. On pourrait même dire qu'il faudrait maritimiser davantage le débat climatique international. On sait qu'il y a un tic-tac de lancer, on sait qu'il y a de vrais enjeux aujourd'hui, notamment autour des pôles et de l'Arctique en particulier, où on voit bien que les perturbations météorologiques, en tout cas au niveau des deux pôles, du nord et du sud, ont des conséquences internationales de plus en plus marquées avec des évolutions météorologiques. Toutes les affaires climatiques internationales ont une dimension maritime qui sont parfois un peu sous-estimées, qu'il faut regarder. Il faut adapter évidemment aussi les outils du transport, les outils du portuaire avec cette évolution climatique, le niveau de la mer qui monte pose des vraies questions dans un certain nombre de pays d'ores et déjà. Il y a même des grands pays en Asie qui sont obligés de délocaliser leur capitale, hein. On pourrait citer Jakarta et le cas de l'Indonésie pour le caractériser, mais on sait que le niveau de la mer qui augmente est une préoccupation évidemment climatique, mais aussi très vite terrestre, économique, opérationnelle, industrielle. Et là où les ports auront un rôle important d'adaptation et d'anticipation à ces changements, en tout cas, il faudra faire une grande pédagogie en la matière. On sait aussi que la mer, c'est le dérèglement géopolitique et stratégique, dans ce sens où aujourd'hui, nous avons une planète qui est en train de se durcir. Le climat change, mais il y a aussi des évolutions dans les rapports de puissance qui sont très marquées ces dernières années. On a un durcissement des relations internationales, on a une accélération d'un certain nombre de transformations structurelles, et nous avons par ailleurs des relations par la mer qui sont de plus en plus diversifiées. Les États cherchent à dérisquer leur dépendance à un seul fournisseur ou un seul client. Et donc, nous avons une démultiplication des échanges maritimes, une sorte de multipolarisation qui aussi, sur le plan maritime, s'exprime assez facilement. Donc, en fait, durant vos 2 jours, j'ai cru voir dans votre programme que les questions de transport, de climat, de logistique, d'infrastructure, de commerce, d'énergie, d'intelligence artificielle allaient être traitées. Évidemment, ces questions concernent l'océan, c'est très important
de les remettre en perspective. Cette géopolitique de la mer, il faut aussi peut-être remettre l'accent sur trois sujets. Le premier, c'est évidemment le rapport à l'eau. Alors ça peut sembler évident de le dire ainsi, mais j'aime à rappeler que 97% de l'eau qui est disponible sur cette planète se trouve dans l'océan. Or, le stress hydrique s'intensifie à l'échelle internationale. Nous avons de nombreux pays qui ont aujourd'hui des vraies difficultés de désertification et qui cherchent, en dessalant de l'eau de mer, d'avoir de l'eau pour irriguer les cultures et produire en agriculture, mais aussi d'avoir accès à de l'eau potable. On va fabriquer de l'eau potable par l'océan. On va boire de la Méditerranée, on va boire de plus en plus un certain nombre de mers du monde pour apporter cette sécurité hydrique pour les consommateurs. L'accès à l'eau se fait par la mer et cette planète qui aurait dû s'appeler planète mer doit vraiment être regardée avec cet enjeu stratégique de l'eau. 97% du volume d'eau disponible sur cette planète se trouve dans l'océan. Et vous savez que l'océan a cette particularité d'être tridimensionnel, ça va de soi, mais il faut le rappeler parce que nous avons le volume d'eau qui est très profond. La course aux grands fonds marins est un sujet géopolitique aujourd'hui sur la table. Certains veulent explorer les grands fonds marins pour mieux les connaître, puisqu'on n'en connaît que trop peu aujourd'hui. Certains veulent explorer les grands fonds marins pour l'exploiter parce qu'il y a des ressources, il y a peut-être des molécules, il y a peut-être des énergies du futur. Pourquoi ces grands fonds marins suscitent beaucoup de fantasmes aussi? C'est parce que 88% de l'océan dans son volume se trouve en fait dans des profondeurs supérieures à moins 1000 mètres, hein. Donc 12% seulement du volume d'eau se trouve entre la surface et moins 1000 mètres. Et tout le reste, 88%, est beaucoup plus profond. C'est pour ça aussi que la course aux grands fonds marins était lancée. Donc la question de l'accès à l'eau, les eaux profondes, les grands fonds marins, grand sujet géopolitique dont on va parler de plus en plus. Deuxième sujet qui me semble très important, c'est la question du rapport de l'Europe et de la France à la mer. Peut-être que les forces européennes et françaises en la matière ne sont pas toujours très bien exploitées, toujours exprimées. Or, nous avons une scène internationale où, en mer, nous avons aussi un manque de régulation, un manque de respect du droit. La loi du plus fort domine. C'est un peu comme dans l'espace et dans le cyberespace, c'est-à-dire qu'on a trois espaces communs aujourd'hui dans le monde où les rapports de force ont tendance à s'exprimer plus fortement que dans d'autres espaces parce que précisément les régulations et les règles du jeu ne sont pas bien définies. Et donc, le premier arrivé, premier servi, on voit que la mer est aussi une caisse de résonance finalement à ces tentations de prédation, à ces tentations d'hégémonie d'un certain nombre d'acteurs. Pour l'Europe et la France, c'est très important de se positionner sur ces sujets. Il faut que le positionnement européen et français autour de l'océan soit évidemment toujours très marqué sur les questions de développement durable, d'écologie, d'environnement, de biodiversité. Il s'agirait aussi de ne pas oublier que l'océan, ce n'est pas qu'une question d'avoir une vision aquarium. Il faut avoir un raisonnement géopolitique et géostratégique autour de l'océan. Il y a des jeux de puissance, il y a des dynamiques économiques, il y a des dynamiques d'influence vis-à-vis de certaines espèces de la planète. Et dans ces espaces de la planète, la France a un atout, elle a des territoires ultramarins qui peuvent servir justement de hub, de rayonnement, mais il faut aussi y mettre des moyens conséquents pour en faire véritablement des fers de lance de rayonnement et d'influence par rapport à un certain nombre de questions. Ça m'amène à un troisième point, c'est que c'est l'année de la mer en France. 2025 a été annoncé comme l'année de la mer en France. C'est important. Il y a la grande conférence à Nice justement sur les dimensions environnementales. Il y a aussi les assises de l'économie de la mer qui se tiendront cette année à La Rochelle. Il y a les assises de la pêche en mois de septembre à Boulogne-sur-Mer. Il y a le rendez-vous autour du Brexit aussi dans le rapport entre l'Europe et le Royaume-Uni. Le Brexit avait conclu à peu près sur tous les chapitres, sauf sur le sujet de la pêche, et on va beaucoup en entendre parler dans les prochains mois. Et puis évidemment, dans cette année de la mer, ne pas oublier l'ensemble des métiers aujourd'hui de l'économie maritime. On sait que l'économie maritime en France, c'est environ 100 milliards d'euros par an. C'est plus de 300 000 emplois directs, mais sans doute 3 millions d'emplois indirects si on inclut le tourisme et l'ensemble des PME, PMI qui gravitent autour de l'économie de la mer. C'est beaucoup de métiers, les métiers de la mer. Il y a des métiers manuels qu'il faut revaloriser, réhabiliter, pérenniser parce qu'il y a aussi beaucoup de savoirs traditionnels, mais c'est aussi beaucoup de métiers d'avenir au cœur de la bataille sur la durabilité, mais au cœur aussi de l'innovation scientifique, technique, l'intelligence artificielle dont j'ai donné un mot. Bref, les métiers de la mer doivent être aussi davantage mis en exergue et cette année en France doit servir peut-être de rappeler encore une fois, j'insiste, que l'océan, c'est évidemment un sujet au cœur
du développement durable, mais c'est aussi un sujet au cœur de la géopolitique contemporaine. On est dans une planète où on a tendance à dire qu'il n'y a pas de planète B pour le climat et que c'est donc une affaire universelle, mais il n'y a pas de planète B non plus pour la géopolitique et il faut bien comprendre précisément que quand géopolitiquement il y a des espaces dans le monde en souffrance, il peut avoir des conséquences à l'échelle internationale très rapidement en cascade. Je prends d'ailleurs toujours à témoin la question migratoire. Nous avons des migrations de détresse aujourd'hui qui transitent par la mer, dans la Manche, en Méditerranée, pour prendre des exemples qui concernent la France. Et on voit bien que la migration de détresse par la voie maritime exprime bien toutes les interdépendances entre la terre et la mer et entre différentes régions du monde, où encore une fois, les considérations humaines, les considérations sociales et économiques doivent être intégrées quand on s'intéresse à la mer, quand on s'intéresse à l'océan, et ne pas oublier que ce n'est pas uniquement la question du climat qui doit être sur la table, mais cette combinaison de problématiques qui font que l'océan est assez incontournable et que la France a évidemment un grand rôle à jouer, deuxième puissance maritime mondiale. Cette deuxième puissance maritime mondiale doit être aujourd'hui exprimée dans toutes ses dimensions, sécuritaires, économiques, évidemment dans ses engagements aussi climatiques et sociaux, c'est important. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager en grand angle et rappeler évidemment que le rôle des interfaces portuaires dans l'histoire comme aujourd'hui a toujours été de connecter, de rassembler, de contraster et de faire en sorte que ces métissages permis dans les interactions terre-mer soient des métissages vertueux pour un meilleur développement, de meilleures connaissances et de meilleure tolérance aussi, parce que la mer, ça nous impose beaucoup d'humilité, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Le monde maritime n'est pas toujours idyllique, la mer est parfois fantasmée, mais la mer est aussi dangereuse et on a besoin d'en connaître les règles, les codes pour savoir bien naviguer et savoir être respectueux des distances, du temps et des aléas nombreux qui peuvent surgir dans les espaces maritimes. Les surprises peuvent être nombreuses. On est aussi sur un moment où stratégiquement, nos sociétés doivent réapprendre à faire face à des aléas, des imprévus, des insécurités et ne pas paniquer, ne pas perdre l'effort collectif, garder un cap et savoir avancer malgré les adversités du climat ou de la géopolitique. Et donc les mondes maritimes peuvent apporter aussi beaucoup d'expérience en la matière. C'est aussi cela que je voulais vous mentionner ce matin. Je vous souhaite de bons travaux et encore une fois, désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je suivrai les activités à distance et j'aurai plaisir à rencontrer certains d'entre vous dans les prochaines semaines. Merci.